Jean-Luc Benamias, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Plaisir. Vous êtes eurodéputé du MoDem. François Bayrou, qui va annoncer sa candidature le 7 décembre, a dit qu'il attendrait l'issue du premier tour s'il n'était pas lui-même qualifié pour choisir entre les deux finalistes qui seront vraisemblablement Nicolas Sarkozy et François Hollande. C'est vous qui le dites. Oui, je prends mes responsabilités. Il a ajouté qu'il respectait François Hollande. Est-ce qu'il respecte aussi Nicolas Sarkozy? Je crois que oui. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas dit? Parce que je crois que c'est de... Vous savez, il l'a rencontré plusieurs fois, c'est de notoriété publique. Oui. Il a rencontré... Parce qu'il est le président de la République. C'est cela même, et parce que Nicolas Sarkozy a eu besoin de l'écouter dans les dernières périodes. Il y a eu 3-4 fois où... Il a aussi écrit un livre où il le comparait à un enfant barbare. C'est vrai, il n'a rien remis en cause par rapport à cela, c'est il y a 2 ans. Il y avait dans le démarrage et même la politique globale de Nicolas Sarkozy, effectivement, des effets extrêmement pervers qu'on ressent encore aujourd'hui. Alors, en disant qu'il avait du respect pour François Hollande, il a ajouté qu'avec, malheureusement, les alliances qu'il avait nouées, Oui. on parle de François Hollande, et les accords qu'il avait signés, il n'arriverait pas, s'il était élu, à appliquer une solution à la hauteur des problèmes de la France. Dans cet accord, un de ces accords entre le PS et les Verts, François Hollande est déjà revenu sur le MOX, sur le droit de veto de la France, Oui. d'ailleurs grâce à François Bayrou, qui a été le premier à faire remarquer publiquement qu'il y avait ça dans l'accord. Les autres points vous semblent-ils acceptables? Et je pense en particulier au chapitre sur l'immigration. Je rappelle qu'il s'agit de régulariser tous les immigrés sans papier qui travaillent et tous les immigrés dont les enfants sont scolarisés. Écoutez, sur cet accord, on peut en dire beaucoup de choses. Il me semble bien que... C'est pour ça qu'il me semble intéressant d'être précis. Oui, il me semble que François Hollande a lui-même déjà dit qu'il en prendrait ce qu'il juge bien et qu'il n'en prendrait pas ce qu'il juge mal. Vous savez, un accord signé 6 mois avant les élections, ceux qui y croient sont uniquement peut-être ceux qui l'ont signé. Hein. Globalement, on verra. Sur l'immigration, problème d'une complexité absolue, sur lequel François Bayrou s'est prononcé très précisément par rapport au droit de vote des immigrés aux élections locales. Oui. Là-dessus, il y a... Alors, sur le droit de vote, puisque vous en parlez, il a dit pourquoi pas, il faudrait une clause de réciprocité. C'est-à-dire que les Français qui travaillent et qui sont installés pour longtemps à l'étranger puissent avoir le droit de voter. Comment faire pour imposer ça, par exemple, à l'Algérie l'Algérie ou le Maroc ou la Tunisie ne serait pas le plus difficile. Vous voyez bien que c'est plus difficile sur des dictatures. Même si l'Algérie est entre... Bon, c'est compliqué. Non, réciprocité, bien sûr que ça se discute. Pour le reste, sur les élections locales, vous savez, il y a une différence qu'il y a absolument énorme aujourd'hui entre le droit de vote des résidents européens et le droit de vote des résidents issus du sud de la Méditerranée. Tout ça est absolument impossible. D'ailleurs, vous avez remarqué, hein, le dernier sondage en date, alors on en croit ce qu'on en veut là, par rapport au sondage, mais la majorité, une très grande majorité des Français sont pour. Voilà. Après le fait de régulariser, je crois que d'abord il faut gérer... La gestion des flux migratoires est un phénomène extrêmement important, qui ne se gère pas comme ça en disant qu'on ferme les frontières quand les frontières sont totalement ouvertes. Personne ne le dit. Globalement, c'est difficile parce qu'il y en a qui disent qu'ils ferment les frontières. Or, elles ne sont pas fermées. En tout cas, pas en France. Bon, elles ne sont pas fermées. C'est pas possible de fermer les frontières quand on a 1500 km de côte. Je crois qu'il faut avoir une gestion totalement humaine de l'immigration, une gestion qui passe prioritairement par l'aide au développement des pays dont sont issues ces immigrations. Pour le reste, je crois qu'il faut faciliter, on le dit, on le répète, la naturalisation de ceux qui veulent être naturalisés et qui apprennent le français, qui veulent s'intégrer dans la société française. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des refus incroyables. Je reçois des courriers de personnes qui viennent du Canada, personnes qui viennent du Québec, qui viennent des États-Unis, qui sont refusés dans la naturalisation. Il y a un problème, si vous voulez, qu'on voit d'ailleurs par rapport aussi aux étudiants étrangers aujourd'hui. Oui, absolument. Mais là, la circulaire est en voie d'assouplissement. J'espère bien, car un certain nombre ce sont les dirigeants de l'UMP qui sont allés chez Claude Guéant réclamer un assouplissement. Et même Laurent Wauquiez, si je me rappelle bien. Oui, absolument. Et Jean-Pierre Raffarin et Jean-François Copé. À juste titre, puisque les gros chefs d'entreprise disent, attendez, qu'est-ce qu'on fait? On forme des gens. Ils vont aller en Allemagne, encore une fois au Canada, aux États-Unis. C'est imbécile. Que vous inspire la candidature d'Hervé Morin, qui, lui, s'est déclaré dimanche dernier? Écoutez, j'aime pas tirer sur quelqu'un qui est déjà isolé dans son propre camp et isolé largement quand même, et qui, dans les instituts de sondage, fait entre 0,5 et 1%. Voilà, ça m'inspire rien, si vous voulez.
quand quelqu'un décide à l'avance, c'est un peu le cas d'ailleurs de l'accord vers PS, que de toute façon, au second tour, ils savent déjà ce qu'ils vont faire, et qu'ils ne jouent pas complètement l'élection présidentielle, qui est un homme ou une femme par rapport à nos concitoyens, écoutez, ça m'inspire pas grand-chose. Globalement, je pense que ça n'ira pas très loin. Vous dites qu'il est très bas dans les sondages, ce qui est parfaitement exact. François Bayrou, Oui. lui, est aux alentours de 7%, Oui, 8%. c'est exact, oui. Il n'a pas bougé, Oui. malgré les diverses péripéties qui ont émaillé la campagne. En 2007, il avait fait de la dette Oui. l'enjeu central de sa campagne présidentielle. Comment expliquez-vous qu'il ne soit pas aujourd'hui récompensé de cette extra-lucidité, puisque la dette est devenue le problème numéro 1 de la France? Alors, je suis de ceux qui croient au sondage, institut par institut. Hein. Vous avez raison, il est entre 7 et 8%, très stable. Ça bouge très peu. Oui, ça bouge. Bon, écoutez, il ne sait pas encore réellement. On est dans la phase de présentation, tout le monde a compris. Est-ce que c'est la loi qui veut qu'on a toujours tort d'avoir raison trop tôt, Non. ou est-ce qu'il ne sait pas exploiter sa clairvoyance? Ça va venir. Je prends un autre sondage, qui est un sondage BVA, qui vient de sortir, je crois, dans l'Express, où 6% des Français se disent assurés de voter François Bayrou, et 23% se disent possiblement le fait de pouvoir voter François Bayrou. Écoutez, si on joue sur un électorat potentiel de 30%, plus exactement de 29%, je crois qu'on a de larges possibilités. François Bayrou a esquissé des solutions pour sortir de cette crise, Oui. en précisant qu'il refusait un condominium franco-allemand. Oui. Je vous propose d'écouter ce qu'a dit Arnaud Montebourg à ce sujet. Madame Merkel a décidé d'imposer à l'Union européenne, à la zone euro, un ordre allemand. C'est sur notre ruine que l'Allemagne fait sa fortune. La question, finalement, du nationalisme allemand qui est en train de ressurgir à travers la politique à la Bismarck de Madame Merkel. Le moment est venu, maintenant, d'assumer la confrontation politique face à l'Allemagne. Bon, vous avez beaucoup soupiré et levé les yeux au ciel. Nationalisme allemand, ce sont des mots extrêmement... Qui ont un sens historique lourd. Oui, extrêmement lourd. Il faudrait qu'Arnaud Montebourg arrive à peser ces mots de temps en temps. Bien sûr que nous sommes aujourd'hui, pour des raisons d'ailleurs de remboursement de la dette ou de dette publique moins importante en Allemagne que par rapport à la France, que nous devons effectivement, nous, regarder ce qu'il y a devant notre porte, c'est-à-dire le remboursement de la dette. Pour le reste, bien sûr qu'il faut élargir. Si on veut commencer à reconstruire l'Union européenne solidaire, ça se passera au-delà de la France et de l'Allemagne. Oui, mais à partir de... Au-delà, tout le monde est d'accord. Mais la question, c'est est-ce qu'il faut revenir sur une construction qui s'est faite trop rapidement, l'élargissement au détriment de l'approfondissement? Malheureusement, on ne revient pas en arrière. Moi, je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que l'élargissement s'est fait trop rapidement et qu'on aurait dû dire aux pays nouveaux entrants... C'est un diagnostic général, oui. Bien sûr, oui. Bien sûr. Mais on n'a pas mis les organisations, l'organisme, la structure politique, économique et financière au niveau de 27 pays. Quand il faut l'unanimité pour prendre une décision, c'est impossible. Quand il faut être rapide par rapport aux décisions, c'est impossible. D'où l'idée de commencer à 2. Non, mais 2, c'est pas suffisant. Je crois qu'on ne peut pas... En tout cas, c'est nécessaire. Et non, parce que le deal, tel qu'il se dessine actuellement, serait d'échanger, de convaincre l'Allemagne de laisser intervenir la BCE, et en échange de lui donner des gages en termes de discipline budgétaire. Souveraineté contre intervention de la BCE. Là, je peux être d'accord parfois avec Arnaud Montebourg. Ah, voilà. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, si on veut que nos concitoyens suivent la reconstruction de l'Union européenne, de dire ça va être une technocratie européenne, dite bruxelloise, qui va décider de nos budgets nationaux. On parle de 2 chefs d'État, là. C'est impossible. Je parle de 2 chefs d'État. Très bien. Je pense que le chef d'État italien, le chef d'État polonais, le chef d'État anglais, même si le chef d'État anglais est un vice de forme puisque c'est un Premier ministre, doivent donner... Et puis qu'il n'est pas dans l'euro, en plus. Mais ça, attendez, accessoirement, on ne va pas faire une Europe de l'euro et une Europe avec les autres. C'est l'une des questions qui se posent. Ah, c'est l'une des questions qui se posent. Mais si on a fait l'Europe à 27, justement, il faut qu'on la fasse à 27. 27, non pas sur le compromis, sur un compromis, non pas sur une unanimité générale à 27, c'est impossible, mais sur des gens qui sont prêts à aller progressivement vers une fiscalité progressivement, je dis bien commune, c'est obligatoire. Et après, on passe à ce qui est du domaine de comment on lance dans notre Union européenne à la fois, évidemment, de la rigueur budgétaire obligatoire et à la fois des plans de relance. Plans de relance sur quoi? Politique énergétique, politique de recherche, politique de transport collectif. Avec de l'argent qu'on tirerait sur la BCE? Ben évidemment. Alors comment on fait pour convaincre les Allemands en attendant l'élection d'un pouvoir démocratique tel que le souhaite François Bayrou, qui parle d'un président élu de l'Europe? Oui, ça c'est pour... dans très longtemps, on n'a pas le temps. À moyen terme. En tout cas, c'est pas dans les 15 jours. Je crois que les Allemands, à un moment donné,
que ce soit Merkel, qui est en difficulté aussi, comme beaucoup d'autres chefs d'État ou de gouvernement dans les différents pays, je ne la critique pas par rapport à cela. C'est le cas général. Y compris financière, à un moment donné, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors que ce soit la BCE ou une structure parallèle, concomitante à la BCE, qui peut se permettre de faire plan de relance et après vérité budgétaire. Vous savez, on ne peut pas faire, il est absolument inacceptable de faire appel, quand on est l'Union européenne, et au FMI et à la Chine. Ça, c'est inacceptable. Par rapport à la puissance financière que peut développer l'Union européenne à 27 pays, c'est inacceptable. Oui, bon, ça dit toujours pas quel sera l'argument magique qui réussira à faire changer Angela Merkel de position. Vous savez, l'argument magique, c'est que, globalement, Angela Merkel ne dispose plus d'une majorité elle-même dans son propre pays. L'argument magique, c'est... Moi, je crois c'est une femme, vraiment, je le dis, c'est une femme intelligente, qui n'a plus de majorité, qui verra, quand elle devra faire une nouvelle majorité dans son propre pays, ou elle, ou un autre courant politique, qui verra qu'à un moment donné, l'Allemagne ne peut pas rester... Parce que même si l'Allemagne a fait les efforts nécessaires par rapport à la dette publique... Pour assainir ses finances, mais ça ne suffira pas. L'Allemagne bénéficie d'un processus extrêmement favorable de commerce extérieur, de situation sociale dans le pays importante, ça ne durerait pas si l'Union européenne se casse la figure. En fait, vos espoirs reposent sur une dégradation de la situation allemande. Non, pas spécialement. C'est un peu ce que vous avez dit. Non, pas du tout. Je dis simplement que, globalement, la situation politique allemande, pas la situation sociale et économique. Après, je sais regarder les résultats électoraux. Madame Merkel n'est plus majoritaire dans son propre pays. Bien, Robert Benahmias, je vous remercie. Jean-Luc, pourquoi je vous appelle Robert? Parce que demain, nous recevons Robert Hue, d'où la confusion, sénateur du Val d'Oise, mais qui, lui, était ancien secrétaire général du PCF, ce qui n'a rien à voir. Merci beaucoup. À demain. Au revoir.